Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, nous recevons le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, qui fait sa tournée des régions pour présenter son projet Saint-Laurent. Il est accompagné du député responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. François Bonnardel. Bon cercle. Donc, ce matin, on reçoit le chef de la coalition Avenir Québec, M. François Legault. Merci d'être là. Et il est accompagné du responsable de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean et du député de Granby, M. François Bonnardel. Bonjour, M. Bonnardel. Donc, je vous cède la parole, M. Legault. Je vous remercie d'avoir pensé au cercle de presse, de faire confiance au cercle de presse. Donc, je vous laisse la parole pour l'énoncé d'ouverture. Et par la suite, la première question ira à Véronique Dubé de RDI. Donc, à vous la parole, M. Legault. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Donc, je suis accompagné de François Bonnardel, qui est responsable de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est aussi notre porte-parole en ressources naturelles. Donc, content d'être ici. On fait une tournée que j'ai entreprise la semaine dernière, surtout pour parler d'un livre que j'ai passé l'été, entre autres, à écrire. Ça fait 6 mois que j'y travaille, mais disons que j'ai passé complètement le mois de juillet à l'écrire. C'est un livre qui va s'intituler « Cap sur un Québec gagnant », dans lequel on va parler, entre autres, du projet Saint-Laurent. C'est important de le dire parce que c'est dans un contexte. Il y a, dans le fond, un objectif qu'on se donne dans ce livre, et puis c'est un objectif aussi qu'on se donne à la Coalition Avenir Québec, c'est d'éliminer l'écart de richesse avec le reste du Canada. On sait que depuis 10 ans, l'écart de richesse est passé de 17 à 23 %. Donc, on a un écart qui est grandissant. On voit aussi, quand on regarde les prévisions de Nicolas Marceau, le ministre des Finances, qu'au cours des 2 prochaines années, on prévoit que la croissance économique va être plus forte dans le reste du Canada qu'au Québec. Donc, ça veut dire que cet écart va grandir. Ça amène plusieurs problèmes. Ça amène évidemment des questionnements concernant la pérennité des programmes sociaux. Ça amène un problème aussi d'équité entre les générations quand on regarde qu'on a la dette la plus élevée. Et ça amène aussi un problème très concret sur lequel on veut travailler, c'est-à-dire le fardeau fiscal des Québécois. S'il y a une chose que j'entends un petit peu partout dans les régions, c'est que les Québécois, bien, non seulement ils sont les plus taxés en Amérique du Nord, mais qu'ils sentent qu'à chaque changement de gouvernement, il y a des promesses qui ne sont pas respectées et qu'on se retrouve dans une situation que, bon, d'abord, rappelons-le, Mme Marois du Parti québécois avait promis d'abolir la taxe santé, qui représente 400 $ par famille pour toutes les familles. Finalement, elle a décidé de changer sa promesse pour l'éliminer seulement pour ceux qui gagnent moins de 18 000 $ par année. Donc, on a complètement oublié les familles de la classe moyenne. C'est ajouté à ça les augmentations de taxes scolaires qu'on a vécues au cours des dernières semaines. C'est ajouté, puis on le voyait encore dans les journaux ce matin, des augmentations de tarifs chez Hydro-Québec qui sont causées, entre autres, par les contrats dans les éoliennes. Puis moi, je prends le dossier de front, comme je l'ai fait il y a quelques jours en Gaspésie. Il faut revoir tout ce dossier-là pour s'assurer que les retombées excèdent les coûts qui sont engendrés indirectement chez Hydro-Québec. Il faut comprendre que si on ajoute aux pertes d'Hydro-Québec des centaines de millions de dollars, bien, ce sont tous les contribuables qui payent au Québec. Donc, notre but, là, puis vous allez nous entendre beaucoup le dire, c'est de donner un coup de pouce aux familles, de leur permettre d'avoir plus d'argent dans leur poche. Et pour y arriver, bien, nous, on pense qu'il y a 3 moyens. Le premier moyen, c'est le ménage dans la bureaucratie. On insiste. Il y a des gens qui nous ont dit qu'on avait trop insisté dans la dernière campagne électorale, mais je persiste et je signe. Il y a tout un ménage à faire dans la bureaucratie, que ce soit dans les commissions scolaires, les agences de santé, Hydro-Québec, dans l'ensemble des ministères. Il y a un ménage à faire, donc, dans la bureaucratie. Le deuxième axe qui va nous permettre de réduire
les impôts, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Et là-dessus, je ne comprends pas ce qu'a fait le Parti québécois depuis le mois de septembre dernier. Moi, si j'avais été à la place du Parti québécois, d'abord, je n'aurais pas changé le nom du Plan Nord. Je ne vois pas pourquoi on a besoin de changer le nom du Plan Nord. Puis je ne vois pas aussi pourquoi on a changé les redevances pour amener des montants minimes additionnels, mais surtout amener de l'incertitude qui a fait que beaucoup de projets ont été annulés dans les ressources naturelles. J'étais à Sept-Îles il y a quelques jours. Là-bas, le taux de chômage est passé de 7 à 12 à cause des projets qui ont été abandonnés. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le taux de chômage est passé de 8 à 10 en quelques mois, entre autres à cause des projets qui ont été annulés. Donc, il faut continuer à développer le Plan Nord et ça, c'est en complément du troisième élément qui est le projet Saint-Laurent. Le projet Saint-Laurent qu'on propose, il y a 4 grands axes dans le projet Saint-Laurent. Le premier axe, c'est l'innovation. Il faut au Québec créer plus d'emplois à 20, 30, 40 $ de l'heure. Pourquoi on a un écart de richesse avec le reste du Canada de 23 %? Ce n'est pas à cause du taux de chômage. C'est surtout à cause de la qualité des emplois. Il faut qu'on ait plus d'emplois avec de la valeur ajoutée, donc avec plus d'innovation. Ça, c'est dans tous les domaines. On est souvent porté à penser que l'innovation, ça touche juste les technologies de l'information. Non, ça touche la transformation, ça touche le manufacturier, ça touche tous les domaines où on est capable d'être innovateur, donc des nouveaux produits, des nouveaux procédés pour produire. Donc, il faut être capable de travailler sur l'innovation et on s'attend, Mme Marois a annoncé qu'il y aurait une nouvelle politique de développement économique cet automne. C'est primordial, c'est urgent, puis il en va, évidemment, de la survie de ce gouvernement minoritaire. Actuellement, le Québec est la province qui donne le plus de crédits d'impôt aux entreprises. On en donne 2 milliards de dollars. C'est le double de ce qui est donné en Ontario. Pourtant, alors qu'on représente juste 23 % de la population, on a seulement 11 % d'investissement des entreprises au Canada. Donc, on a 23 % de la population canadienne, mais juste 11 % des investissements des entreprises. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on propose? De reprendre ce 2 milliards, de le rebrasser, puis de le donner aux entreprises qui investissent en innovation, qui investissent pour créer des emplois de qualité. Puis ça, c'est vrai dans toutes les régions du Québec. Deuxième aspect, le tourisme. Bon, je vais mettre mon chapeau d'ancien président d'Air Transat, 2 secondes. On reçoit des touristes. On pourrait multiplier ce nombre-là par 2, 3, 4. C'est pas normal qu'avec la beauté qu'on a au Québec, puis entre autres, l'axe du Saint-Laurent et ses affluents, qu'on ne reçoive pas plus de touristes. Le Québec doit devenir, au cours des 10 prochaines années, une des grandes régions dans le monde touristiques. Maintenant, quand j'étais chez Air Transat, on recevait à peu près 100 000 Français, puis on trouvait le moyen de les envoyer par autobus aux chutes Niagara. Je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'organiser des circuits, entre autres le long du Saint-Laurent, entre autres des croisières. Il faut avoir beaucoup plus de croisières sur le Saint-Laurent, puis on a, entre autres, ici, à Saguenay, des facilités pour accueillir des gros bateaux de croisière. Donc, il faut développer le tourisme, il faut développer aussi la promotion du tourisme à l'étranger, parce que c'est ça qui est payant. Hein? C'est aussi payant accueillir un touriste de l'étranger au Québec que d'exporter des marchandises québécoises à l'étranger. C'est la même chose au niveau économique. Si on veut créer de la richesse, là, ça prend plus de touristes. Troisième axe, le transport maritime. J'ai eu l'occasion, au cours des derniers mois, de beaucoup regarder ce qui se passe en transport maritime. J'ai beaucoup regardé ce qui se passe en Europe. En Europe, là, ils ont un projet qui s'appelle Marco Polo. On a augmenté de 30 % le transport de marchandises par bateau. Pourquoi? Parce que quand on compare au train puis au camion, bon, d'abord, avec ce qu'on a vu cet été à Lac-Mégantic, c'est plus sécuritaire. Deuxièmement, c'est plus économique.
troisièmement, quand on parle de protection de l'environnement, pour une tonne transportée par bateau, ça produit 10 fois moins de gaz à effet de serre que si on le fait par camion ou par train. Donc, il y a plusieurs avantages. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui font ce qu'on appelle du cabotage. Okay? Ça existait, c'était un peu comme revenir en arrière, des petits bateaux de couleur qui faisaient du transport de marchandises de point à point. N'oublions pas là, que la route du Saint-Laurent, ça nous mène jusque vers les Grands Lacs, puis il y a 100 millions de personnes qui habitent autour des Grands Lacs. Donc, une clientèle exceptionnelle, mais qui n'est pas utilisée. Donc, il faut être capable de développer beaucoup plus le transport maritime. Le quatrième axe, qui est le dernier axe du projet Saint-Laurent, c'est d'exploiter les hydrocarbures qui sont dans le golfe Saint-Laurent. Je parle entre autres d'Anticosti et de Old Harry. Il n'y a aucune raison actuellement qui empêche le Parti québécois d'avancer dans Anticosti, sauf 2-3 dogmatiques autour de la table du caucus du Parti québécois. Actuellement, là, il y a 240 personnes sur l'île d'Anticosti, puis ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a 239 qui sont pour l'exploitation du pétrole qui est sur l'île d'Anticosti. Donc, l'acceptabilité sociale est là. Le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, les deux entreprises qui détiennent les droits sur Anticosti, Petrolia et Junex, sont à court de fonds, n'ont pas accès à des fonds pour compléter l'exploration puis passer éventuellement à l'exploitation à cause de l'incertitude qui a été créée par le Parti québécois. Ce qu'on a vu des ressources naturelles, c'est encore pire dans les hydrocarbures parce qu'il n'y a rien. On n'a même pas commencé à déposer le début du commencement d'un projet de loi puis d'un cadre concernant les redevances. Moi, si j'étais premier ministre du Québec, là, actuellement, on parle de retombées de centaines de milliards de dollars juste pour Anticosti. La valeur marchande, là, pour prendre une participation majoritaire dans Junex et Petrolia, ça coûterait 70 millions. Ça doit être négocié, ça peut être moins que ça. Le gouvernement devrait se dépêcher à prendre une participation, ensuite s'associer avec des grandes pétrolières qui ont l'expertise, puis aller de l'avant. On ne peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter le pétrole avec la dette de 250 milliards qu'on a, avec les taux d'impôt les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, il y a une urgence d'agir. Puis actuellement, pour avoir été là pendant un certain nombre d'années, je sais que quelques dogmatiques, empêchent ce développement. Donc, je termine en vous disant, c'est un peu ça que je veux venir présenter aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il faut mettre l'accent sur l'économie, pas sur les questions constitutionnelles. Ça fait 40 ans qu'on est divisé entre souverainistes et fédéralistes. Il faut maintenant être divisé entre ceux qui défendent le statu quo. Ça, ce sont les deux vieux partis. On l'a vu encore hier avec le prix du livre, où on ne veut même pas laisser jouer les lois du marché. On défend encore des groupes de pression. Et le statu quo, le changement, le ménage, le développement des ressources naturelles, puis le développement du potentiel du Saint-Laurent. Merci beaucoup, M. Legault. On va maintenant passer à la période de questions. Tel qu'annoncé, la première question va aller à Véronique Dubé. Par la suite, Bertrand Tremblay du quotidien Véronique Dubé, RDI. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Bien, moi, premièrement, j'aimerais ça que vous nous disiez comment vous voyez le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans vos plans précisément. Parce que j'entends des choses sur les croisières, ça touche beaucoup le Saguenay. Au Lac-Saint-Jean, il y a de petites municipalités qui vivent de la forêt, qui meurent actuellement. Donc, je veux voir quelle est votre vision, finalement, de la région. OK. D'abord, je l'ai dit, puis c'est très important, là, le plan Nord puis le projet Saint-Laurent, c'est complémentaire. Puis moi, je suis pour le plan Nord, même si ça a été démarré d'une certaine façon par les libéraux. Quand il y a des bonnes idées, là, il faut les appuyer, il ne faut pas s'obstiner puis s'opposer pour s'opposer. Donc, le développement des ressources naturelles, là, très, très important pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Deuxièmement, quand je parle d'innovation puis de transformation, c'est certain que, par exemple, en forêt, là, on ne réussira pas au cours des 10 prochaines années à exporter des 2x4 non transformés aux États-Unis comme on le faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Avec le taux de change qu'on connaît, là, on ne réussira pas. Par contre, il faut encourager la transformation. Je le disais tantôt, là,
le 2 milliards de dollars qu'on met par année d'aide aux entreprises, c'est un vrai fouillis qui est donné à n'importe qui. Il faut maintenant se concentrer à aider les entreprises qui font de la deuxième puis de la troisième transformation. C'est vrai dans la forêt, c'est vrai dans tout ce qui s'appelle innovation. Puis le tourisme puis le transport maritime, ça s'applique ici au Québec. Puis si on réussit à exploiter les hydrocarbures, ça permettra de réduire les impôts et les taxes des gens du Saguenay. Puis ça va aider l'économie aussi. Actuellement, là, les gens, il ne leur reste plus d'argent dans leur poche, donc ne peuvent pas consommer. Donc, il y a un vrai problème économique là, à cause du niveau des taxes. Et puis, je répète ce que j'ai dit tantôt, là. Mme Marois, là, sa principale promesse, c'était d'abolir la taxe santé, puis elle l'abolit seulement pour ceux qui gagnent moins de 18 000 par année. Ça, là, je trouve ça très grave parce que c'était une de nos propositions. Nous, on proposait d'aller même plus loin. On proposait 1 000 $ par famille. Il faut donner un répit à la classe moyenne, aux familles. C'est important économiquement. Mais selon vous, ce que Produits forestiers résolus, qui détient une bonne part de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce qu'il s'inscrit dans la lignée des compagnies qui font d'innovation, ou justement c'est ce que vous dénoncez, qu'on est encore à l'ère du 2x4 et du rouleau de papier? Bien, il va falloir être capable de pousser vers la transformation. Je pense qu'on ne peut pas compter seulement sur le 2x4 puis sur les pâtes et papiers. Il faut aller vers la transformation. Et ça, bien, on a le gros bout du bâton avec les garanties d'approvisionnement. C'est nous autres qui décidons ce qui se passe. Je suis en Gaspésie il y a une couple de jours. Martine Ouellette a annoncé qu'elle donnait ce qu'on appelait avant un CAF, là, une garantie d'approvisionnement, une entreprise qui ne fera aucune transformation, alors qu'il y avait une demande qui était faite par une compagnie qui voulait faire de la transformation, entre autres du treillis. Bien, il va falloir à un moment donné là, mettre les critères au bon endroit. Si on n'a pas de valeur ajoutée, à un moment donné, on ne réduira pas notre écart de richesse. Mais en même temps, moi, je veux qu'on soit réaliste, là, on ne retrouvera pas tous les emplois qu'on a déjà eus dans le domaine de la forêt à cause du volume qu'on faisait de 2x4. On ne refera pas le volume qu'on faisait il y a 10 ans ou 20 ans. Donc, il faut se diversifier. Il faut être capable d'innover dans toutes sortes de secteurs. Ça peut être aussi la transformation de l'aluminium. Ça peut être dans tous les secteurs. On peut innover, mais il faut encourager l'innovation. Ça, là, on ne s'en sort pas. Avec les 2 milliards? Avec les 2 milliards, c'est beaucoup d'argent, une dépense, là. C'est pas un fonds de 2 milliards, c'est une dépense. Ça veut dire que si on prête de l'argent, il faut calculer une provision qui rend douteuse, là. Avec 2 milliards, on peut créer beaucoup d'investissements. Mais actuellement, c'est un fouillis. Je dirais, quand je parlais tantôt de groupes de pression, là, qui font marcher les deux vieux partis, c'est la même chose dans l'économie. Tout est tagué, le 2 milliards, vers des droits acquis, puis que c'est sûr que demain matin, si on dit, je prends le 2 milliards, je l'enlève à certaines entreprises, puis je le donne juste aux entreprises qui créent des emplois payants, ça va réagir dans les entreprises qui vont perdre. Mais il faut créer des emplois payants, puis c'est vrai, entre autres, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien, qui sera suivi par Éric Arsenault du Cégep de Jonquière. M. Legault, on est toujours sceptique lorsque les politiciens nous parlent de réduire la fonction publique. On sait fort bien qu'ils ne le feront jamais parce que les pressions politiques sont trop fortes dans la machine. Quand ils réduisent la fonction publique, c'est qu'ils enlèvent des fonctionnaires en région. Ça fait pas mal à la structure politique. Mais on ne touche jamais Québec, on ne touche jamais les gros concentrations de fonctionnaires. Nous, par exemple, on nous a enlevé des fonctionnaires Hydro-Québec ici, puis partout en région. Alors, comment est-ce que vous allez réussir à dégraisser la fonction publique sans, évidemment, encore une fois, tirer sur les régions comme d'habitude? Puis en ce qui concerne votre plan Sud, là, on a l'impression presque c'est de prendre l'argent qu'on a fait dans le plan Nord avec l'exploitation des richesses naturelles, puis la verser pour développer encore davantage le triangle d'or qui est Québec, Sherbrooke, Montréal, puis vider le Québec encore les régions développées, les régions ressources. Bon. En ce qui concerne en ce qui concerne... Il y a déjà 2 éléments, là, puis j'ai une bonne liste là, de questions. Okay, d'accord. M. Legault répondre aux premiers éléments. Bon, d'abord, pour ce qui est des fonctionnaires puis de dégraisser la fonction publique à Québec, vous avez 100% raison. Je vais même vous dire une chose en plus.
C'est une des raisons pourquoi j'ai quitté le Parti québécois. Il y a deux raisons, là. Il y a, oui, l'obsession du référendum, mais il y a aussi la proximité avec les syndicats qui fait que le Parti québécois ne sera jamais capable de dégraisser la machine. Ils sont au service des syndicats de fonctionnaires, puis il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont des députés ou des militants du Parti québécois. Ça prend du courage. Même Jean Charest, rappelez-vous, en 2003, la réingénierie, ça a duré 6 mois, puis après, il a dit à Monique Jérôme-Forget, « Je ne veux plus entendre le mot réingénierie ». Donc, les deux... Pensez-vous que Philippe Couillard, qui est un bon technocrate, là, va dégraisser la machine? On voit à chaque fois que ça brasse un petit peu, là, il devient de plus en plus flou. Moi, là, de mon côté, je suis un ancien homme d'affaires. Puis j'ai dans mon équipe des gars comme François Bonnardel, des gars comme Christian Dubé, des gars comme Stéphane Le Bouillonnec, là, qui ont déjà été en affaires. Je peux vous garantir une chose, là, le ménage, on va le faire. Puis d'ailleurs, à la dernière élection, là, on a peut-être payé le prix pour avoir été trop précis sur notre ménage. Puis quand vous dites, ben, il y en a en région, c'est pas vrai qu'en gardant des gens dans des fonctions qui sont inutiles, que c'est comme ça qu'on va relancer l'économie. Ce qu'on disait, par exemple, c'est prenons 300 millions de dollars des commissions scolaires, puis mettons-le dans les écoles, dans les services, plutôt que dans la bureaucratie. Ça, c'est de la décentralisation. Parce qu'au lieu d'être à la commission scolaire, ça se retrouve dans l'école, dans chacune des écoles. Mais ça prend énormément de courage. Énormément de courage parce que les syndicats sont puissants. Moi, je peux vous dire, là, dans mon propre comté, dans l'Assomption, dans la dernière campagne électorale, là, pendant 1 mois, j'ai eu la FTQ puis la FEUC, les étudiants, qui ont fait du porte-à-porte contre moi. Puis c'était comme ça dans beaucoup de comtés. Bien, à un moment donné, il va falloir avoir le courage de dire « faut faire le ménage au Québec » parce qu'on est en train de tuer l'économie du Québec avec le fardeau fiscal qu'on a. Puis moi, je suis déterminé à le faire. Et c'est vrai que les gens sont cyniques parce que ça a été promis dans le passé et par les libéraux et le PQ, puis ça n'a jamais été fait. Mais nous, c'est une priorité, puis je ne m'en cache pas, puis je vais le répéter. Puis même s'il y a des gens qui disent « je suis tanné d'entendre Legault parler du ménage », moi, je suis là pour faire le ménage. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quand vous dites on prend de l'argent à gauche pour le mettre à droite, d'abord, dans le projet Saint-Laurent, il n'y a pas un sou. Ce qu'on dit, là, c'est qu'on va prendre la vieille approche qui a été mise en place surtout par Bernard Landry, où on subventionne des emplois, peu importe la qualité des emplois. On va reprendre ce 2 milliards-là, puis on va le donner aux entreprises qui créent des emplois à 20, 30, 40 $ de l'heure, des emplois payants. Puis, je vous dis tout de suite aussi, on va faire des changements chez Investissement Québec. Moi, j'ai rien contre les fonctionnaires, là, mais de mettre un fonctionnaire comme président d'Investissement Québec, moi, ça va être un entrepreneur développeur. Il faut que ça devienne une obsession. Moi, je l'ai dit, je suis un homme d'affaires, là. Si je suis premier ministre demain matin, je vais avoir un compteur des investissements sur mon bureau. On va suivre ça mois par mois, région par région. Il faut que ça devienne une obsession. Ça n'a pas de bon sens qu'on ait seulement 11 % des investissements des entreprises au Canada, alors qu'on est la province qui donne le plus de crédits d'impôt aux entreprises. Il faut changer ça, puis il faut se concentrer dans le sud, dans le nord, partout, à aider les entreprises. Il y a un changement de culture à faire. Moi, je suis un ancien entrepreneur, là, puis je le sens. Au Québec, c'est probablement notre passé judéo-chrétien, là. On a de la misère avec les entrepreneurs, surtout s'ils ont du succès. Il va falloir que ça change. Dans les pays scandinaves, là, on valorise les entrepreneurs. Pourtant, ce sont des pays sociaux-démocrates. Mais il faut mettre l'accent là-dessus. Puis à un moment donné aussi, là, je comprends qu'au Saguenay, les gens, ils votent d'abord pour le PQ parce que c'est souverainiste, mais il va falloir sortir du débat constitutionnel pour se concentrer sur l'économie. Merci. Prochaine question, Éric Arsenault, Cégep de Jonquière, qui sera suivi par Louis Tremblay, Le Quotidien. Éric.
Et je vous ramène justement, M. Legault, sur l'innovation puis la transformation. Mais parler de ça ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, honnêtement, vous prêchez à des convertis. Ça fait 40 ans ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on sait que la transformation, c'est vers ça qu'on s'en va, parce qu'on a vu les ravages. Et pourtant, moi, je me souviens, il y a 20 ans, on parlait de deuxième et de troisième transformation dans le domaine de l'aluminium, dans le domaine du bois. Il y a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été mises en place. Il y a une usine de pare-choc qui a vu le jour ici à Chicoutimi. Ça a fait quelques années, ça a fermé. Il y a plein d'autres projets comme ça qui ont démarré. Je veux dire, ça prend pas juste de l'argent pour faire de la deuxième et troisième transformation. Vous l'avez dit, ça prend des entrepreneurs, ça prend des idées, ça prend aussi des marchés à l'extérieur. Et moi, je me dis, je sais pas, mais parler de deuxième et troisième transformation, avez-vous une baguette magique ou une recette miracle qu'on connaît pas, qui fait que depuis 40 ans, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est mitigé le résultat de tout ça? Il n'y a pas de baguette magique. Quand un entrepreneur là, voit qu'un projet de transformation, il est plus payant au Québec que de le faire dans un autre pays, il le fait ici. C'est à peu près le seul critère qui existe. OK? Le Parti libéral a commis une erreur grave avec Alcan. Parce que on avait le gros bout du bâton à cause de l'électricité. On n'a pas exigé d'avoir de la transformation. Pire, on n'a même pas levé le petit doigt quand Alcan a été vendu à Rio Tinto. Alors que si vous prenez le rapport annuel de Rio Tinto, là, ils disent dans leur mission, nous, on ne fait pas de transformation. Mais là, à un moment donné, là, réveillons-nous. On a le gros bout du bâton, on leur donne la moitié du lac Saint-Jean, on leur donne l'électricité, puis on n'exige rien en échange. Je reviens au courage. Ça prend du courage. Ça prend des gens d'affaires aussi qui savent négocier. Pas négocier en culotte courte devant des grandes entreprises comme ça. Il faut être exigeant, mais on n'est pas exigeant actuellement. Je le répète là, 2 milliards de dollars de crédit d'impôt. L'Ontario en donne 700 millions. 2 milliards, mais on donne ça à n'importe qui, n'importe comment. Vous lirez le rapport de Robert Gagné, qui est prof au HEC, là, il va vous dire, là, c'est inacceptable la façon dont on donne les crédits d'impôt. Il faut les revoir, il faut les concentrer sur la deuxième puis la troisième transformation. Mais est-ce que de cette façon-là, on ne risque pas justement de refroidir certaines entreprises qui, justement, s'en venaient chez nous à cause des crédits d'impôt puis du support étatique qu'on leur offre? Oui, mais vous savez, quand on regarde l'ensemble du Québec, là, dans les 10-20 prochaines années, à cause de la démographie, il va nous manquer d'employés, des employés qualifiés. Fait qu'il faut créer des emplois de qualité. Je veux dire, si nous, on crée des emplois à 10-15 piastres de l'heure, puis l'Ontario, puis tous les autres États en Amérique du Nord en créent à 25, 30, 40 piastres de l'heure, c'est pas pour rien que nos compagnies, moi je prends là, dans mon comté Electrolux, là, ils se sont fait offrir un pont d'or à Memphis. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme calcul? Ils ont dit, ben écoute, c'est 1000 emplois à 25 piastres de l'heure. Nous, chez nous, notre moyenne est à 15 piastres. Donc, voici les retombées. En autant que l'aide excède pas les retombées, le gouvernement est gagnant. Mais on n'a pas cette approche-là. Là. C'est de la bureaucratie. Quand Investissement Québec reçoit un dossier, c'est un problème de plus sur le bureau. Il faut que ça soit une opportunité de rencontrer mes objectifs d'investissement dans des entreprises qui font la deuxième puis la troisième transformation. Il aurait fallu faire quoi, M. Legault? Il aurait fallu que le gouvernement subventionne savez-vous? La différence de salaire. Savez-vous ce qu'on a à faire à Electrolux? Zéro. Zéro. On n'a rien à faire à Electrolux. Écoutez, c'est 1000 jobs à 25 piastres à l'heure. Il va falloir à un moment donné dire, quand on a une moyenne de salaire de 15 piastres puis quelqu'un nous offre 25 piastres, il y a des impôts qui sont payés, là. Si on prend une partie de ces impôts-là pour aider l'entreprise, c'est exactement ce que les États américains, là, faites-vous-en pas, les Américains, là, ils sont encore capitalistes, hein? Mais ils font ce qu'il faut pour attirer les bonnes entreprises. Mais nous, ce qui nous prend, ce qu'on a besoin, c'est des entreprises qui ont des emplois payants. C'est qu'Electrolux ne voulait pas. Ouais. Ils n'ont même pas essayé. Le gouvernement du Québec s'est réveillé, il avait déjà signé avec Memphis. Ils n'ont même pas mis d'offre sur la table, le Québec. Merci. Prochaine question, Louis Tremblay, le quotidien. Par la suite, Roger Boivin. Oui, Louis. Il y a de la confusion dans les années parce que c'est le gouvernement du Parti québécois qui a signé les premières ententes modernes avec Alcan. Et vous étiez au gouvernement quand ils ont re-signé pour Alma le bloc d'électricité. Puis il n'y avait aucune exigence en termes de transformation d'emploi. Là, puis je pense que vous étiez quand même... vous n'étiez peut-être pas ministre des Finances, mais vous étiez au gouvernement. La question, ça concerne le plan Nord, M. Legault.
Comment est-ce qu'un gouvernement du Québec peut faire monter le prix du fer en Chine? Il peut empêcher les Chinois de faire du dumping d'aluminium. Il peut empêcher les Russes de vendre le gaz aux Chinois pour produire toujours plus d'aluminium puis le stocker dans des hangars. Il y a un problème majeur d'économie mondiale et cette île-là, c'est 5 ans de richesse, 10 ans de misère. C'est le cycle qui a toujours existé. Est-ce qu'un gouvernement provincial peut sérieusement changer cette donne-là? Parce que l'Australie a 40 milliards de projets suspendus en ce moment. La première question, c'est quoi déjà? Ben, c'est le plan Nord. Ben, je vous ai parlé, vous étiez au PQ quand il y a eu des signatures avec Alcan, là. Ouais. Puis c'était quand même les contrats modernes. On ne parle pas des ententes de 1960. Là. OK. Mais je vais vous dire une chose. D'abord, le dernier contrat avec Alcan, il a été signé par les libéraux, Raymond Bachand. OK? La politique économique qui a été mise en place, là, beaucoup par Bernard Landry, il y a 10 ans, il y a 20 ans, à l'époque, là, l'objectif, c'était de créer des emplois. Peu importe le taux horaire, on créait des emplois. Puis c'était correct à l'époque. Mais là, aujourd'hui, on est rendu à créer des emplois payants. On se rend compte d'une chose, là, c'est que la façon que ça a évolué, c'est que le reste du Canada a créé des emplois payants. Nous, on a créé des emplois, mais pas payants. OK? Donc, on a un problème dans le taux horaire. Là, le revenu moyen est 23 % plus élevé dans le Canada qu'au Québec. OK? Donc, ça a évolué. Il y a 20 ans, c'était bon ce que faisait Bernard Landry. Aujourd'hui, il ne faut plus faire ça de la même façon. Puis ça, on le sent déjà depuis 5-10 ans qu'il faut aller vers les emplois payants. Maintenant, quand vous dites le prix du fer, vous avez raison, il y a des métaux que le prix a baissé. Mais j'étais à cette île la semaine passée. Il y a un projet d'apatite, 800 jobs qui est en attente du PQ. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Il y a un problème aussi avec le port là, qui est contrôlé par une compagnie qui s'appelle Cliff. Mais il faut que le gouvernement décide. Là, il y en a des projets qui sont dans des métaux qui ont résisté, qui sont plus en demande, mais il faut être plus agressif. M. Legault, le projet financé par le gouvernement du Québec, en partie par Investissement Québec, c'est le projet pour faire du phosphore. Il est en concurrence avec le projet du lac à Paul dans la région, qui est financé essentiellement par le privé. Oui, mais il faut, encore là, être capable d'aider les projets qui ont du bon sens. OK? Puis ce que je sais dans Mines Arnaud, c'est que ce n'est pas une subvention, c'est de l'aide dans le capital action. Puis faisons les deux. Faisons les deux. Le prix est comme ça. Donc, quand il y a des produits que le prix est en hausse puis qui sont prévus pour rester en hausse, faisons les deux projets. Mais arrêtons. L'incertitude, là. Les gens ne savent pas. Le projet de loi n'est même pas adopté encore sur les redevances. Quand vous allez voir votre banquier, là, vous êtes en affaires, puis vous dites, je ne sais pas quelle partie des profits je vais donner en redevance. Le banquier dit, tu viendras me revoir quand tu sauras quelle partie de tes profits tu vas devoir donner en redevance. L'incertitude là, qu'a créé le Parti québécois depuis qu'ils sont là, c'était terrible pour l'économie des régions, puis entre autres pour l'exploitation des ressources naturelles. M. Legault, Saguenay-Lac-Saint-Jean, allez-vous être prêt cet automne, cet hiver, pour aller en élection? On va être prêt cet automne, mais on ne veut pas une élection pour une élection. Nous, là, à la fin octobre, on sort un livre avec un plan détaillé, un plan économique, et on leur donne la recette. Puis moi, ce que j'espère, franchement, là, c'est qu'ils l'adoptent. S'ils ne l'adoptent pas, bien, ça va dépendre du Parti libéral. Le moment où on met sur la table une stratégie de développement économique, habituellement, c'est lorsqu'on dépose un budget. Le Parti québécois a déposé un budget à l'automne, un budget de 18 mois, qui nous mène jusqu'au 31 mars 2014. Nous, tous les députés de la coalition ont voté contre. Si les libéraux avaient fait la même chose, là, ils n'auraient pas passé le budget. Les libéraux se sont absentés puis ont laissé passer le budget. Là, Philippe Couillard nous dit, en plein milieu de l'année fiscale, je vais peut-être changer d'idée. Bon, on va d'abord voir s'il change d'idée. Mais moi, là, ce n'est pas une question d'élection, c'est une question d'agir de façon urgente. On ne peut plus, on l'a vu le mois passé, on a perdu 30 000 emplois, on ne peut plus avoir ce gouvernement qui est dans l'immobilisme et il faut qu'il agisse. Puis s'il n'agisse pas, bien, il y aura une élection. Merci. Prochaine question, Roger Boivin, par la suite, Laval-Gagnon.
Alors, bonjour, messieurs. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle d'énergie potentielle extraordinaire. Effectivement, les hydrocarbures du Québec, une très bonne chose à mettre en valeur le plus vite possible. Mais il y a déjà une énergie extraordinaire, notre hydroélectricité. Et l'Hydro-Québec a 10 de surplus, à 4000 mégawatts de trop actuellement. Il y a 1000 mégawatts d'éolien, 1500 qui s'en vient à la Romaine. Là, on s'aligne sur 5500 mégawatts. Alcan, ici, prend 2000 mégawatts. C'est 2 fois et demi ce qu'Alcan consomme au complet. Puis ça crée 10 000 jobs. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 5500 mégawatts-là? Là, l'hydrocarbure, ça s'en vient, mais là, on le vend aux Américains, on n'a pas de clients, ici. Puis là, ça handicape énormément la rentabilité d'Hydro-Québec. C'est un enjeu actuel. Là. Quelle est la position de votre parti sur... Le gaz, entre autres avec le prix du gaz aux États-Unis à cause du gaz de schiste, on ne s'en sortira pas. Pour les 10-20 prochaines années, il va y avoir un prix du gaz qui va être très bas. Le pétrole, on importe 11 milliards de dollars par année de pétrole. Donc, la gang au PQ, là, qui sont contre l'exploitation du pétrole, c'est un peu hypocrite, là, parce qu'on importe de l'Algérie ou de la Russie 11 milliards. Eux, évidemment, il y a des effets sur l'environnement dans ces pays-là, mais nous, on dit on ne veut pas en avoir d'effets dans notre environnement, mais on consomme 11 milliards par année, pareil, d'hydrocarbures. Maintenant, Hydro-Québec, sujet très délicat. Prenez la mini-centrale qui est ici, à Val-Jalbert. On est le seul parti à être contre. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en surplus d'électricité, puis le prix qu'on paye est 2 fois le prix auquel on va vendre l'électricité. Donc, c'est de la petite politique, là, pour faire plaisir puis gagner des votes au Lac-Saint-Jean. Le PQ puis le Parti libéral sont pour les mini-centrales. Même chose avec l'éolien. On fait de la petite politique, puis qui paye en bout de ligne? Toujours le même contribuable. Vous avez vu ce matin, là, on parle d'une augmentation de 5 % chez Hydro-Québec. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre des centaines de millions, entre autres à cause de ces énergies-là, qui n'ont pas besoin, on est déjà en surplus. Mais, hey, moi, là, je ne suis pas populaire quand je dis ça en région. Mais là, c'est quoi? On fait payer de façon infinie le contribuable, toujours plus de taxes, toujours plus de tarifs d'électricité, toujours des augmentations, parce qu'on a 2 vieux partis politiques qui font de la vieille politique. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là, on gère l'argent du public. Il faut le gérer d'une façon responsable, en bon père de famille. Et les surplus d'électricité, est-ce qu'on s'en sert pour attirer des entreprises? Est-ce qu'on laisse ça d'autres alumineries? Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Bien, on s'en sert pour attirer effectivement des entreprises, mais on arrête de se créer le problème parce qu'on sait qu'on va le donner à 4-5 cents maximum et puis on le paye 10-12 cents. Comme me disait un prof au HEC, là, tu te reprends pas sur le volume, là. Prochaine question, Laval-Gagnon. Par la suite, Benoît Chevalier. Ouais, je voudrais revenir au projet Saint-Laurent, M. Legault. Quand on regarde là, les éléments du plan là, que vous annoncez, là, l'innovation, le tourisme, même la question du pétrole à l'île d'Anticosti, ce sont des sujets de toute façon qui sont des préoccupations pour ce qui est de l'innovation, le tourisme depuis longtemps au Québec. Donc, le problème, il fait longtemps qu'il est identifié, l'innovation, augmenter le tourisme. Plus récent, le pétrole, mais il y a l'autre élément qui est la voie maritime, dans le fond, le Saint-Laurent comme axe de développement économique. Quand on regarde ça un peu concrètement, on se rend compte que les éléments qui sont un peu plus stratégiques, pour faire court, relèvent du gouvernement fédéral aussi. Les ports, transport maritime, même les ponts. Quand on voit comment le gouvernement fédéral appréhende la question du développement économique du Québec, je consultais encore hier le plan d'action économique du Canada, il n'y a pas d'approche québécoise. C'est une approche un peu plus large canadienne, dans laquelle il y a certains projets, mais il n'y a pas de stratégie réelle. Et moi, ça m'amène à vous poser la question. Votre projet Saint-Laurent, que vous le vouliez ou non, est-ce que ça ne devra pas, plutôt que d'essayer d'être quelque chose pour le développement économique purement québécois, vous ne devriez pas vous tourner vers le fédéral puis dire, regardez,
là où vous intervenez, puis Dieu sait que vous intervenez de façon très stratégique et concrète dans beaucoup de secteurs. Je vais vous donner seulement un exemple. À Québec, le port de Québec, il y a un parc industriel maritime et tout ça, mais le port lui-même ne reconnaît même pas la juridiction du gouvernement du Québec à travers le ministère de l'Environnement là-dessus. Est-ce que votre projet Saint-Laurent, ça ne devra pas être plutôt l'outil que vous devrez de toute façon avoir pour aller à Ottawa puis revendiquer le pouvoir au Québec? Okay. Deux choses. D'abord, prenons le rôle du gouvernement du Québec. Actuellement, l'innovation, le tourisme et le transport maritime ne sont pas suffisamment dans les priorités du gouvernement. Je reviens à mon 2 milliards de crédits d'impôt, là, c'est donné à n'importe qui, n'importe comment. Il faut à un moment donné à cibler des priorités. Puis je pense que les priorités, là, sont les bonnes. Innovation, tourisme, transport maritime, ça doit être nos priorités. Deuxièmement, le gouvernement fédéral, vous avez absolument raison, quand on parle de transport maritime, quand on parle des quais, quand on parle de réglementation, actuellement, vous savez, un gros bateau qui arrive là, de l'étranger, il paye s'il s'arrête dans un des ports au Québec, mais il ne paye rien s'il s'en va jusqu'à d'un grand lac. Un peu spécial. Il faut changer les règlements avec le gouvernement fédéral. Le problème qu'on a, c'est que les relations ne sont pas bonnes entre Stephen Harper et Pauline Marois. Puis Pauline Marois n'a pas de crédibilité pour aller s'asseoir puis négocier avec Stephen Harper. Il faut à un moment donné, là, parce que je pense que Stephen Harper, il a peut-être bien des défauts, mais l'économie, je pense, c'est dans ses priorités. Je pense qu'un gouvernement de la coalition sera en bien meilleure position pour négocier avec le gouvernement fédéral que Pauline Marois. Si le Québec était indépendant, ce serait pas plus simple, non? Bien là, si le Québec était indépendant, écoutez, la question ne se pose pas. Les Québécois n'ont pas le goût de trancher cette question-là. Moi, je suis convaincu, dans un avenir prévisible, il n'y aura pas une majorité de Québécois qui vont voter pour la souveraineté du Québec. Donc, on pourrait bien se poser la question, là, mais c'est comme hors sujet. Les Québécois ne sont pas là. Si vous pensez que la souveraineté va se faire dans les prochaines années, la question se pose. Mais si vous pensez que ça ne se fait pas, c'est comme discuter concrètement des choses à Ottawa, même en matière économique. Pensez-vous que Stephen Harper, quand il reçoit Pauline Marois, puis qu'il sait que la seule affaire qui l'intéresse, c'est la souveraineté du Québec, il a le goût de l'aider? Il a le goût de l'aider. Que ça, M. Legault, c'est pas seulement Pauline Marois, c'est tout le Québec depuis 40 ans. Je sais, mais le gouvernement du PQ n'a aucune crédibilité pour négocier avec le gouvernement fédéral parce qu'ils ont un seul objectif, faire la souveraineté du Québec. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ça marche, le Canada. Donc, il y a un problème, il y a presque un conflit d'intérêts. Puis, Couillard est à l'opposé, lui. Couillard, lui, c'est le Canada à tout prix. Fait qu'étant donné que c'est le Canada à tout prix, lui, à Ottawa, ils savent qu'il n'y a aucun risque parce que c'est le Canada à tout prix. Il faut laisser les portes ouvertes. Nous, ce qu'on dit, on est des souverainistes, des fédéralistes, on est nationalistes. C'est le Québec d'abord. On va, pendant les 10 prochaines années, régler notre écart de richesse. Puis ensuite, les plus jeunes recommenceront en chicane, à savoir, ils veulent-tu la souveraineté ou un fédéralisme renouvelé? Mais actuellement, là, il faut arrêter cette chicane constitutionnelle. Merci. Prochaine question, Benoît Chevalier, TVA, qui sera suivi de François Saint-Gelais, Le Quotidien. Je vous emmène ailleurs avec le PQ, M. Legault. Oui. Charte de la laïcité, retrait des Oui. signes religieux, école, fonction publique, ministère. Vous pensez quoi de ça? Ça a été quand même une question Oui. sensible pour le maire de Saguenay, tout cet aspect-là. Absolument. Je vais faire connaître, là, puis on va avoir un document complet qui va être déposé au cours des prochains jours. Je ne vous donnerai pas le scoop, malheureusement, aujourd'hui. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que là, on connaît les deux positions. Okay? On a Philippe Couillard, puis on l'a vu dans le dossier de la langue, position insignifiante où il ne défend pas l'identité québécoise, ne défend pas la langue, ne défend pas les valeurs québécoises, que ce soit l'égalité homme-femme, défend pas le patrimoine québécois, ne veut pas empêcher aucun signe religieux des autres religions, donc fait rien de ce côté-là. Donc on a un parti libéral multiculturaliste là, où tout le monde est traité sur le même pied. Ça, c'est les libéraux. L'autre côté, on a le Parti québécois qui a une position radicale. Donc,
plus de signes religieux, nulle part, pas d'accommodement. Bon. Nous, on va faire connaître notre position. Ça va être une position qui est équilibrée. Donc, une position où, oui, on défend l'égalité homme-femme. Donc, ça, c'est prioritaire. Il n'y a aucun accommodement qui devrait être donné s'il y a contravention au principe d'égalité homme-femme. On va avoir aussi, de façon détaillée, une position pour protéger le patrimoine, puis aussi s'assurer qu'il y a une certaine neutralité de l'État. Tout ça, ça va être défini de façon détaillée dans une sortie qu'on va faire au cours des prochains jours. Prière. On va faire maintenant. Tu penses que c'est un sujet sensible ou... Écoutez, c'est un sujet très sensible, puis on ne fait pas ça sur le coin de la table. Là. Il va y avoir un document qui va être sorti. D'ailleurs, pour l'instant, tout ce qu'on a vu dans les journaux, c'est avant-hier des rumeurs sur notre position qui étaient fausses, OK? Parce que c'est pas vrai qu'on va défendre le rapport Bouchard-Taylor. Aujourd'hui, un spin qui a été coulé au Journal de Québec par le PQ, mais c'est pas une sortie officielle du PQ. Donc, nous, on va faire une sortie en bonne et due forme qui va donner tous les détails sur notre position, puis c'est quelque chose de complexe, là, donc on va avoir un document complet. Ça a quand même été le pain et le beurre de l'ADQ, qui est quand même votre prédécesseur. C'est dans le fond, comme ça, Bouchard-Taylor, c'est venu, dans le fond, c'était comme je vous dis, c'était le pain et le beurre de l'ADQ à l'époque. Je pense qu'il y a une certaine inquiétude qui est justifiée chez les Québécois. Ils veulent se sentir chez eux et ils veulent qu'on protège les valeurs québécoises. C'est dans ce sens-là que va aller notre position. On va l'annoncer dans les prochains jours. Merci. Nous, on a un congrès. Non, mais cette position-là, ça ne vient pas d'un congrès, là. C'est pas débattu en plénière sur un congrès. On a débattu beaucoup au caucus. Donc, il y a une position qui a été prise par le caucus. Il y avait eu certaines orientations qui avaient été données à un conseil général, mais notre position va être sortie au cours des prochains jours. Merci. Prochaine question. François Saint-Gelais, Le Quotidien. Par la suite, Bertrand Tremblay. J'aimerais savoir quel est l'état du parti ici dans la région, parce que c'est un défi aussi. L'ADQ, comme Pascal l'a mentionné, vous êtes quand même vous inscrivez dans cette lignée-là. L'ADQ ici n'a jamais eu de structure vraiment bien implantée, n'a jamais pu s'immiscer dans les débats. C'était vous, en vue des prochaines élections, comment va le parti? Avez-vous beaucoup de membres ici, des candidats en vue? Comment on se structure pour bien s'inscrire dans les débats dans ce qui sera les élections bientôt, à la fois bientôt et loin, mais bon. On a des gens qui sont intéressés déjà à être candidats dans les 5 comtés. On en a eu la dernière fois. C'est sûr qu'on est un jeune parti, mais pour nous, là, on va développer cette organisation-là au cours des prochains mois et ce sont des comtés sur lesquels on compte parce qu'on pense qu'à partir du moment où les Québécois ici au Saguenay sont nationalistes, s'ils pensent que la souveraineté n'arrivera pas puis que l'économie est importante, bien, je pense qu'ils vont s'en venir chez nous. Donc, il y a effectivement une volonté. Évidemment, les médias aujourd'hui jouent un rôle important. L'organisation, puis le nombre de militants, puis de membres, c'est plus ce que c'était. Maintenant, il y a les médias sociaux. Donc, on en a beaucoup d'inscrits via les médias sociaux. Donc, mais il y aura effectivement de bons candidats dans chacun des comtés. Parce que traditionnellement... Okay. On a fini 2e dans 3 des 5 circonscriptions en dernière élection. Puis rappelons-nous, là, quand on regarde le portrait du Québec, ça, on l'oublie aussi, et puis ça va aider au niveau du financement aussi. Lors de l'élection du 4 septembre, le PQ a eu 1,4 million de votes. Le Parti libéral a eu 1,3 million de votes. Puis la coalition a eu 1,2 million de votes. Puis maintenant, le financement, c'est surtout un financement public. Nous, on reçoit 2,5 millions par année. Donc, on va être capable déjà d'avoir un plus gros budget de publicité puis un plus gros budget de campagne que la dernière fois. Puis surtout, les 2 autres partis vont avoir beaucoup moins d'argent que la dernière fois. Donc, on va être beaucoup plus compétitif au niveau des moyens de communication. Merci. Prochaine question, M. Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Par la suite, Véronique Dubé, RDI. Il y a le 13. Monsieur Legault, revenons
à l'aluminium, notre principale industrie dans la région, est dans une situation assez difficile. On sait à l'heure actuelle que les Chinois inondent les marchés. On dirait qu'ils veulent s'emparer de toute l'industrie de l'aluminium, puis probablement d'Alcan. Par contre, nous, à l'heure actuelle, vous avez parlé d'électricité. C'est vrai que notre électricité, à l'heure actuelle, on perd de l'argent avec, mais c'est évidemment, c'est de la faute des conjonctures, des prévisions que personne ne pouvait faire. On ne pouvait pas prévoir, je pense, les spécialistes n'avaient jamais prévu que l'électricité vendue aux États-Unis passerait de 17,5 du kilowattheure à 4 cents. Les derniers contrats, c'était autour de 4-5 cents. Alors là, on perd de l'argent parce qu'ils ont produit autour de 10 cents et même davantage. Alors, devant cette situation-là, est-ce que le gouvernement du Québec ne pourrait pas envisager de prendre, je sais pas, de prendre l'initiative en ce qui concerne, parce qu'on a un siège social de l'Alcan qui est plutôt un bureau régional depuis que ça a été intégré dans Rio Tinto. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mouvement à faire là-dedans pour sauver notre industrie, pour pas qu'elle soit accaparée quelque part, là? On a l'électricité en abondance, c'est la première ressource pour fabriquer de l'aluminium. L'aluminium paye de très, très hauts salaires, vous parlez de ça, à l'heure actuelle, on a quand même 6 000 emplois autour de 100 000 $ par année. Ça fait que, est-ce que le gouvernement ne devrait pas, puis même avec la Caisse de dépôt, essayer d'entrer un petit peu, parce que c'est sûr que l'aluminium va remonter. À l'heure actuelle, c'est le métal qui est toujours en demande de plus en plus. Mais les Chinois, en inondant le marché actuel avec leur énergie sale, là, leur charbon, bien évidemment, ils font... Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Deux choses. Quand vous dites, là, on ne pouvait pas prévoir la situation de surplus en électricité. Moi, je vous rappelle, là, qu'au mois de juin 2013, là, il y a 2 mois, à l'Assemblée nationale, là, il y avait plein d'Autochtones dans les tribunes, là, puis ils ont signé un contrat d'éoliennes de 150 mégawatts là, avec la complicité des libéraux. Donc, le PQ et les libéraux ont signé un contrat. Ça s'est fait sur le plancher la dernière journée de la session. On était les seuls à la coalition à être contre un contrat qui va nous faire perdre des centaines de millions. Donc, quand on dit, là, c'était pas possible de prévoir, là, je m'excuse, le PQ fait encore de la petite politique avec le Parti libéral. Possible de prévoir que l'exportation Non, mais je vous dis juste que il y a une partie des surplus là, qu'on commence à le savoir depuis quelques années, mais le PQ et les libéraux continuent de signer des contrats pour faire de la petite politique, faire plaisir à la Gaspésie et à certaines régions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis d'accord avec vous. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Moi, là, la Caisse de dépôt, même quand j'étais au PQ, j'en ai parlé plus que plus. Il faut être capable d'utiliser cet outil-là. On n'a pas beaucoup, nous autres, de grandes familles qui ont des milliards de dollars de disponibles pour faire une acquisition. Donc, si jamais Rio Tinto était ouvert à vendre Alcan, moi, je pense qu'on devrait former un groupe. Par contre, il faut trouver un entrepreneur qui est prêt à mettre de l'argent aussi de ce côté-là. On n'aura pas créé ou nationaliser ça, là. Il faut que ça soit privé. Mais est-ce qu'il peut avoir une contribution de la Caisse de dépôt? Je pense que oui. Je pense que c'est ça l'avenir, qu'on s'implique dans l'actionnariat des entreprises importantes au Québec pour garder nos sièges sociaux. C'est triste ce qui est arrivé aussi avec le siège social d'Alcan à Montréal. Il n'y a plus personne, ils l'ont vidé, malgré toutes les belles promesses. C'est là aussi qu'il y a des emplois payants dans les sièges sociaux. Donc, moi, je suis très ouvert à ce qu'il y ait une participation de la Caisse de dépôt si jamais l'entreprise est en vente. On n'aurait jamais dû la laisser aller. Merci. Il nous reste 4 minutes et 2 questions, peut-être 3, donc faire rapidement, autant du côté de la question que du côté de celui qui répond. Oui. Donc, Véronique Dubé, Radio-Canada, et par la suite, Louis Tremblay, Le Quotidien. Monsieur Legault, vous avez dit que vous ne nous donneriez pas le scoop, sauf que moi, je veux revenir sur la prière, parce que c'est ici que ça se passe, la prière. Ça s'est réglé devant les tribunaux. Le maire de Saguenay s'est fait dire que sa prière telle que prononcée n'allait pas à l'encontre, finalement, de certains droits. Qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'un élu fasse la prière avant la séance du conseil de ville? Écoutez, je ne veux pas, effectivement, vous donner notre position actuellement. Je veux juste vous donner peut-être des principes. Moi, quand même, là, bon, moi, je suis catholique puis croyant, OK? Puis ça fait partie de notre tradition. Le patrimoine, ça doit être protégé. Maintenant, où sont les balises? C'est ce qu'on va vous dire. Hein? Je vais vous faire patienter encore quelques jours. Mais est-ce que la décision du tribunal va dans le même sens que vous? Bien, il faut respecter une décision du tribunal.
Donc, on ne l'aura pas, mais on a essayé. Louis Tremblay, Le Quotidien. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'essayer de vendre aux Québécois un gouvernement construit sur le modèle des entrepreneurs, alors que le seul souvenir qu'ils ont en tête, c'est le téléroman qu'il y avait tous les après-midi l'année passée, des voleurs, du monde qui font de la collusion, c'est chez Lavalin, dans l'hôpital à Montréal, Bombardier est pointé du doigt quelque part dans le monde pour une autre histoire un peu troublante. Ça, c'est tous des bons entrepreneurs, des gens là, qui développaient le Québec. Ils développaient à même les fonds des Québécois en faisant de la collusion puis en se mettant de l'argent dans les poches. Est-ce que vous pensez que les Québécois sont prêts à donner la chance au privé pour gouverner le Québec après tout ce qu'ils ont vu à la Commission? Puis c'est pas fini, ça va continuer. On n'a pas le choix, mais vous avez raison, c'est difficile. La Commission Charbonneau, là, ça a fait très mal à notre objectif de valoriser les entrepreneurs. Puis déjà, on avait une côte à remonter à cause de notre passé judéo-chrétien, mais moi, ce qui me surprend le plus, quand je vais dans des pays comme la Suède, la Finlande, la Norvège, là-bas, ils valorisent les entrepreneurs. Nous, ici, sont vus comme étant croches, puis là, on leur a donné une raison de bien y croire qui était croche, les entrepreneurs. Mais il reste que va falloir expliquer aux Québécois, là, d'abord, il faut faire le ménage. Quand on dit le ménage, là, ça presse. Puis oui, il y a eu de la collusion, de la corruption, mais il y a eu aussi de la mauvaise gestion. Puis actuellement, là, c'est pas clair où est-ce que s'en va le PQ, là. Et il continue, dans certains cas, à donner des contrats à ces compagnies-là sans qu'ils aient remboursé l'argent qu'ils nous ont volé. Donc, il faut envoyer un signal très clair que c'est tolérance zéro, mais on n'a pas le choix de valoriser nos entrepreneurs. Vous avez raison que ça va être difficile à cause de la Commission Charbonneau, mais on n'a pas le choix. On ne pourra pas bâtir un Québec gagnant sans nos entrepreneurs. Merci. Dernière minute de jeu. Roger Boivin, question. Excusez-moi, les gars, j'ai pas... avec le micro. La corruption, quel était le plan de match pour là, il y a la dénonciation, mais l'action. Quel est le point de vue de la CAQ sur l'action par rapport à la corruption? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que ça fait un an, effectivement, c'est assez... D'abord, je pense que Jacques Duchesneau a été très, très proactif pour faire des propositions qui n'ont pas toujours été écoutées. On a même fait une publicité sur Remboursez-nous. Nous, on pense là, que les compagnies d'ingénieurs et de construction qui nous ont volés devraient rembourser, quitte à ce qu'on prenne en échange une garantie sur leur action, mais il faut qu'ils nous remboursent. S'il y a un problème de liquidité, qu'ils nous le disent, mais je veux que ça soit dans leurs états financiers qu'ils nous remboursent avant de donner des nouveaux contrats. C'est le meilleur argument qu'on a. Deuxièmement, il y a des problèmes au niveau de la gestion. Je veux dire, quand une municipalité ou un gouvernement voit que c'est toujours les mêmes compagnies qui ont un contrat, il nous manque d'expertise en ingénieur. Un ingénieur d'expérience devrait voir que le prix est soufflé de 20-30 %. Donc, il y a un problème aussi de gestion. Moi, je pense qu'actuellement, là, le Québec est mal géré. Puis c'est pas juste il n'y a aucune loi qui va remplacer le gros bon sens. Merci beaucoup, M. Legault. Merci beaucoup, M. Bonardel.